merci d'être venus nombreux, merci à tous. Alors, protocole, le président Beretti l'a fait, je vais m'y atteler une seconde fois. Je voudrais d'abord remercier les représentants de l'État qui sont présents ce soir. Merci à vous, plusieurs représentants de la DDT sur des sujets transverses. Merci beaucoup pour votre présence et aussi pour votre soutien. On va assez dire ce soir peut-être que l'État n'est pas toujours là, mais au local, je dois témoigner que vous êtes là. Donc merci. Merci Madame la sénatrice, également Martine. Un merci particulier puisqu'on sait que sur ces sujets aussi du zéro artificialisation nette, vous êtes engagés, vous êtes à l'écoute et particulièrement attentive, notamment sur ce que Renaud a dit sur l'ingénierie et les coûts engendrés. Et je pense qu'on aura également l'occasion d'en parler ce soir. Merci également aux membres du conseil départemental qui sont là nombreux. Le président Guémaret, représenté par le vice-président Renaud Beretti, qui est également le maire de la commune qui nous accueille. Merci Renaud pour cet accueil. Merci aussi à Béatrice, présidente de Cœur de Savoie. Je voudrais remercier aussi le président de Grand Chambéry, Thierry Repentin, qui était avec nous pendant quelques secondes et qui malheureusement a dû nous quitter pour une problématique d'ordre public sur sa commune. C'est Isabelle Luneau, vice-présidente de Grand Chambéry, qui le représente. Merci Isabelle. Je voudrais également avoir une pensée pour Jean-Claude Montblanc, mon prédécesseur, avec qui j'ai toujours un grand plaisir à échanger régulièrement et dont le regard sur notre territoire me semble toujours pertinent, ce qui me permet également de saluer un autre prédécesseur, André Quétévenon. Merci beaucoup André d'être venu ce soir, ça me fait particulièrement et personnellement plaisir. Je voudrais enfin remercier Madame le ministre, Sylvia Pinel, Monsieur le Président, Michel Henrich, d'avoir répondu à notre appel pour ce débat, cette discussion qui est importante pour nous ce soir, puisque, comme je vais vous le dire dans quelques secondes, elle lance une démarche qui va nous occuper pendant les 2 prochaines années. Et donc merci à tous d'avoir joué le jeu et répondu à cette première édition du grand format de Métropole Savoie qui, je l'espère, fera dans les prochains mois des petits. Cette initiative, elle s'inscrit dans la démarche que nous avons initiée dans le syndicat depuis 18 mois, avec l'objectif de repositionner Métropole Savoie comme espace à la fois de ressources, mais aussi espace d'échange entre les 107 communes et les 3 EPCI du territoire. Ces 107 communes et ces 3 EPCI, ils portent ensemble une responsabilité importante qu'on peut voir quand on regarde le volume que représentent les investissements hors remboursement de la dette sur un mandat de ces collectivités. On dépasse le milliard d'euros. Cela nous oblige, mais cela nous permet aussi. Ce grand format il s'inscrit également dans la continuité du pacte de gouvernance que le Conseil syndical de Métropole Savoie a approuvé l'année dernière, qui rappelle les 3 piliers qui font notre syndicat. D'abord en matière de ce qu'on appelle l'interterritorialité, mais c'est cet espace d'échange dont on a parlé. Il y a des sujets où nos 3 EPCI doivent discuter ensemble. Métropole Savoie est à la disposition, y compris sur des sujets qui peuvent être éloignés des compétences transférées dont elle est responsable, pour animer ces échanges et ces discussions. C'est également un pilier basé sur une philosophie qui est celle d'un développement de nos territoires de manière non concurrentielle, à la fois entre nos 3 EPCI, mais aussi par rapport aux territoires voisins, dont je sais d'ailleurs, et je les remercie, qu'ils sont représentés ce soir. Enfin, c'est de positionner dans ce pacte de gouvernance le syndicat mixte dans sa fonction de syndicat des études et de la prospective sur notre territoire, à la fois en termes d'aménagement, mais aussi en termes d'environnement, parce que, vous allez le voir, c'est le thème de la soirée, on ne peut plus distinguer les deux. Les questions d'environnement sont apparues dans le paysage scientifique et politique il y a déjà un demi-siècle. Le Club de Rome, puis sa traduction française particulière, éminemment politique, éminemment française aussi, dans le discours de Chicago du président Georges Pompidou en 1970, qui, s'adressant aux Américains, évoque les images de la Terre depuis la Lune. Les hommes y ont marché pour la première fois l'année auparavant, et il décrit la Terre de ces images ainsi, je le cite, « Enrobée de vapeur, parée de couleurs impressionnistes, la Terre nous est apparue comme un îlot perdu au milieu de l'immensité, mais dont nous savons qu'il est doté de ce privilège fragile et peut-être unique qu'est la vie.
Les années 70, c'est aussi l'émergence de l'écologie politique, avec la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle, le verre d'eau. Le dessin, déjà que ces questions traversent notre échiquier politique selon le point de vue avec lequel on les regarde. Et puis, pendant les 20 ans qui vont suivre, il va se passer bien peu de choses. La fin des 30 Glorieuses conduit au retour d'un clivage politique autour des questions économiques, au tournant libéral, puis à une forme d'instabilité politique. Au niveau géopolitique, la fin de l'URSS, précédée par la chute du mur de Berlin, marque le terme d'une époque. Pourtant, du côté des scientifiques, les choses bougent. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé en 1988 et les États signent le protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP numéro 3. Néanmoins, le sujet a du mal à traverser les frontières intellectuelles, à passer d'un forum scientifique dans lequel échangent les scientifiques à un forum politique et médiatique dont les débats ont vocation à aboutir à des actions publiques concrètes. Ainsi, en 1995, quand Claude Allègre, futur ministre dégraisseur de mammouth, écrit dans Le Point à propos du réchauffement climatique qu'il s'agit, je cite, « d'un danger imaginaire inventé par des lobbies », le débat est faible, tout le monde s'en fiche, ou presque. Le tournant du siècle est sûrement le tournant de l'histoire. Après 20 années instables de transition, un monde nouveau se dessine au mois de novembre de l'an 2000. Nous sommes aux États-Unis, en Floride, et plus précisément à Palm Beach, dans un décor idyllique de carte postale tout droit sorti d'une série américaine, et le monde entier effaré découvre que la plus puissante démocratie du monde repose sur une machine à poinçons, comme celle avec laquelle, enfant, nous percions nos feuilles pour les ranger dans nos classeurs. George Bush devient président des États-Unis d'Amérique aux dépens d'Al Gore, et puis le 11 septembre 2001 et ses réponses emportent tout sur leur passage, les questions géopolitiques, le choc de civilisation, la fin de l'histoire et le mouvement intarissable vers un monde multipolaire deviennent le cadre qui va structurer le monde pendant plusieurs dizaines d'années, comme en témoigne encore d'ailleurs l'actualité du moment. Pourtant, Al Gore, lui, avait un autre projet, intimement lié à l'environnement, intimement lié aussi à son histoire personnelle et à son histoire familiale, lié aussi à la valeur qu'il avait pour la vie de cet îlot perdu dans l'immensité dont parlait Pompidou. Il reviendra en 2007 avec un film, Une vérité qui dérange, qui lui permettra d'obtenir le prix Nobel de la paix. Et à ce moment-là, à défaut d'être ce qui structure le monde, la question environnementale devient alors définitivement une question mondiale, médiatique et politique. Désormais, quand Claude Allègre, pourtant plus mesuré dans ses propos qu'11 ans auparavant, dénie le réchauffement climatique, le sujet fait débat, voire enflamme l'espace médiatique. À cette époque-là, sur notre territoire, ces enjeux résonnent déjà, et ils résonnent déjà depuis longtemps. Michel Barnier a insufflé cette dimension environnementale dans l'action publique dès les années 80. Nos territoires se sont organisés dans les années 90, par exemple avec la création du CISALB, qui fait suite à un comité de bassin versant qui avait été déjà très dynamique. C'est également à cette période que Métropole Savoie est créée autour de Louis Besson, Roger Rinchet et André Quétévenon, afin d'anticiper les changements de population qui vont entraîner des changements d'activité, des changements d'usage, et tout ça qui est en train de se dessiner à l'époque sur notre territoire. Mais il décide aussi que Métropole Savoie est là afin d'accompagner ces changements pour préserver notre cadre de vie. Notre syndicat mixte, en effet, 2 ans auparavant, en 2005, avait approuvé des objectifs environnementaux importants, particulièrement en termes de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation, nous y venons, mais aussi en matière de corridors biologiques et de trames vertes et bleues. Près de 20 ans plus tard, nous pouvons constater les résultats de cette action politique. Une baisse nette de 56% de la consommation foncière sur la période couverte par le SCOT par rapport à la période précédente. Dans le même temps, nous avons accueilli 45 000 nouveaux habitants. Et depuis 2009, le nombre d'emplois progresse en moyenne de 5% par an depuis donc 2009. Nous sommes le témoignage qu'il est possible de lutter contre l'étalement urbain en créant des emplois et de nouveaux logements, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Ainsi, les questions d'environnement sont dans l'ADN de Métropole Savoie, tout comme d'ailleurs la lutte
contre l'artificialisation dispendieuse des sols qu'on n'appelait pas à l'époque trajectoire zéro artificialisation nette. Nous n'avons pas attendu la loi climat et résilience pour engager ce chemin vers la sobriété foncière. Et nous ne l'attendions pas non plus pour le poursuivre. En effet, notre topographie, nos paysages, mais aussi notre attractivité économique et touristique, tout nous invite à poursuivre ce chemin. Car notre attrait, c'est d'abord ce cadre merveilleux dans lequel nous vivons. Ne pas le préserver reviendrait, comme dans la fable d'Ésope, à immoler l'oie aux œufs d'or. La séquence de travail que nous ouvrons ce soir avec le grand format, c'est évidemment le respect de cette loi climat et résilience, avec notre objectif d'intégration de celle-ci dans notre document d'aménagement du territoire à l'horizon du mois de février 2026, et puis même dans une perspective plus longue, celle de 2030, durant laquelle notre SCOT sera vraisemblablement lui aussi révisé, mais le PLUI Grand Lac créé, le PLUI de Chambéry révisé et dans lequel aura lieu des évolutions coordonnées, documents d'urbanisme sur Cœur de Savoie. Mais une loi dont on dit et dont on pourra peut-être convenir dans le débat qu'elle n'est pas très bien écrite ne remplacera jamais le travail de terrain des élus que vous êtes pour la plupart d'entre vous. Ces élus qui arpentent et connaissent leurs habitants, leurs hameaux, leurs villages, leurs immeubles et leurs monuments. Ces élus qui souhaitent la préservation de cet ensemble patrimonial sans entraver la vie quotidienne de leurs habitants quand ça ne leur semble pas indispensable. Une vision strictement arithmétique, celle de la loi, ne saurait nous faire rater les enjeux de la préservation de nos sols et de nos paysages. Alors peut-être pouvons-nous respecter la loi en perpétuant l'engagement de nos prédécesseurs pour la sobriété foncière et la lutte contre l'artificialisation des sols, plutôt qu'en voulant remplir des tableurs Excel. C'est le sens du débat de ce soir, mais c'est aussi le sens de la méthode de travail que nous allons proposer d'engager avec vous dans les prochaines semaines pour respecter cette loi avec intelligence et pertinence dans sa mise en œuvre concrète. Enfin, si vous me le permettez, je souhaiterais conclure par là où j'ai commencé. Sur les réchauffements climatiques, il y a eu les scientifiques, les politiques internationaux, les politiques nationaux, les médias, ce long chemin que j'ai essayé de manière synthétique de vous décrire précédemment. Mais la compréhension d'un problème public par les individus, les habitants, les citoyens, ce que nous sommes tous, ici individuellement, elle relève autant de la science que de l'expérience. Dit autrement, je porte la conviction que la prise de conscience individuelle et collective sur ce sujet, à la fois si lointain, cette terre vue de la Lune, et si proche de nous, cette terre que l'on touche, que l'on entend, que l'on respire, que l'on regarde, que l'on goûte, je porte la conviction que cette prise de conscience tient sa clé dans notre capacité à mobiliser des leviers qui relèvent à la fois de la raison, vous le verrez dans quelques secondes avec l'Observatoire de Métropole Savoie, mais aussi d'autres leviers qui relèvent du sensible. Et sur ce point, il faut reconnaître que la Terre, depuis quelques années, nous laisse peu le choix. L'invasion de la Pyrale du Buis en 2016, la pandémie en 2020, la sécheresse de 2022, les inondations de la fin 2023 et cet hiver si chiche en neige en moyenne altitude permettent, je le crois, à chacun, quelle que soit sa culture scientifique, quelles que soient ses convictions, de ressentir personnellement, en lui-même, les conséquences du changement climatique. J'espère que les travaux de ce soir vont participer à éclairer pour chacun d'entre nous cette danse entre la raison et la sensibilité, afin de nous aider en tant que responsables publics, ensemble, à prendre les meilleures décisions pour l'avenir de notre si magnifique et précieux territoire. Merci à tous. Bonne soirée.